Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 22 décembre 2025 et nos chers amis David Johnson et le professeur Mohammad Marandi sont avec nous. Bon retour parmi nous. Mais il faut vraiment donner des félicitations au professeur, parce que tu sais, il a assuré aujourd'hui. Bien sûr, c'est moi qui lui ai offert cette chemise à Moscou, mais bon sang, il a fière allure. Merci de nous avoir invités. Mais c'est l'impérialisme culturel de Larry. À Moscou, il m'a pratiquement forcé à l'accepter et maintenant à le porter. Mais je n'impose ni ne menace rien. Je n'envoie pas d'hélicoptère pour te prévenir. Au fait, laisse-moi dire que tu utilises une nouvelle plateforme au lieu de StreamYard, et je l'aime vraiment bien. Eh bien, c'est à cause de moi. StreamYard ne fonctionne pas en Iran. Je pense qu'ils ont sanctionné l'Iran, car je ne crois pas que le problème vienne du côté iranien. Chaque fois que je veux utiliser Zoom, je dois passer par un VPN ici. Donc je pense que Zoom est bloqué du côté iranien, mais que StreamYard est bloqué de l'autre côté. Oui, débarrasse-toi de StreamYard. Utilise ça parce que, tu sais, Mohammad passe tellement clairement. Oui, exactement. Et au fait, joyeux Noël à vos téléspectateurs, où qu'ils soient. Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, parce que nous avons entendu du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à propos de l'Iran et de la manière dont ils le perçoivent. Il y a 2 ou 3 jours, il a dit ceci au sujet de l'Iran. Laissez-moi vous le faire écouter. Notre problème avec le régime iranien n'est pas simplement, évidemment, c'est principalement leur volonté d'acquérir des armes nucléaires et leur soutien au terrorisme. Mais en fin de compte, c'est la manière dont ils traitent leur propre peuple. Je l'ai dit lors de mon audition au Sénat il y a 1 an et je le répète aujourd'hui. Je ne connais aucune nation sur Terre où il existe un tel fossé entre le régime qui gouverne le pays et les habitants qui y vivent chaque jour. Ce régime ne reflète pas le peuple iranien, héritier d'un patrimoine culturel ancien et prestigieux et d'une longue et fière histoire. Et à côté de cela, on a un régime clérical et radical qui a pris la richesse de ce pays et l'a utilisée non pas pour enrichir ou protéger son peuple et son avenir, non pas pour s'assurer qu'il dispose d'assez d'eau et d'électricité. Ils ont utilisé leur argent pour financer des organisations terroristes partout dans le monde. C'est à cela que leur argent a servi. Nous allons donc continuer à le rappeler sans relâche. Professeur Marandi, est-ce similaire à ce que quelqu'un d'autre a dit? Allez-y. Quel est votre avis sur ces commentaires? Eh bien, cela ressemble à Netanyahou. Et bien sûr, il est un allié de Netanyahou et le soutient profondément. Il a également déclaré que tant que le Hamas posséderait des armes, il n'y aurait pas de paix. En d'autres termes, les Israéliens peuvent faire tout ce que le régime israélien veut. Ils peuvent massacrer et tuer. Et c'est acceptable pour eux d'avoir toutes les armes. Mais si les Palestiniens ont quoi que ce soit pour se défendre ou pour répondre à des décennies de nettoyage ethnique et de massacres israéliens, alors la guerre, le massacre et le génocide sont d'une certaine manière justifiés. Je ne pense pas que quiconque, je veux dire il y a 10 ou 15 ans, aurait pris cela au sérieux. Parce qu'en Occident, la plupart des gens, vraiment, et dans d'autres régions du monde où les médias occidentaux étaient très dominants, ont pris cela très au sérieux. J'ai voyagé, j'ai vu du pays, j'ai travaillé dans les médias, et le récit sur l'Iran venant de l'Occident a été très puissant. Mais je pense que ces dernières années, il a perdu de son influence, surtout après Gaza. Les choses ont changé.
Je dirais aussi après l'Ukraine, dans une certaine mesure, car les médias russes sont devenus, je crois, plus critiques envers l'Occident. Et ils reconnaissent ou perçoivent la manière dont les récits occidentaux fonctionnent à propos de la Russie. Ainsi, ils comprennent mieux la position iranienne et la manière dont l'Iran est diabolisé. Mais en général, après Gaza, je pense que les choses ont changé de façon spectaculaire. En fait, lorsque je me rends dans certains endroits, je constate que les gens se rangent du côté de l'Iran. En d'autres termes, ils affirment soutenir l'Iran contre les États-Unis et contre l'Occident. Je ne dis pas que c'est universel, et je suis sûr que surtout aux États-Unis et en Occident, les gens continuent de fortement détester l'Iran, ou du moins la plupart d'entre eux, à cause de décennies de propagande. Mais ailleurs, dans le Sud global, l'état d'esprit a beaucoup évolué. Je n'ai pas voyagé partout, mais dans les endroits où je suis allé, les choses ont changé. Alors, quand il dit qu'il n'est jamais allé en Iran, vous savez, il n'a aucune expérience personnelle. Je me souviens de Piers Morgan. Chaque fois qu'il insultait l'Iran, à 2 reprises, je l'ai invité à venir. Et il a essentiellement rejeté mes invitations. Il a dit, si je viens là-bas, vous allez m'arrêter et m'emmener, je ne sais pas, dans un donjon ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il refuse même de mettre les pieds dans le pays pour vérifier si ses idées ont la moindre validité. Mais vous savez, aux États-Unis, avec le secrétaire d'État actuel, on voit comment les universités deviennent des centres d'opposition au régime israélien. En Iran, il y a des gens, des étudiants qui s'expriment très ouvertement. Très peu, de nos jours, parlent ouvertement en faveur du régime israélien, et personne ne se soucie vraiment de ce qu'ils disent. Je veux dire, les chiffres ont beaucoup diminué au cours des 2 dernières années. Ils n'ont jamais été majoritaires, mais ils étaient plus nombreux qu'ils ne le sont maintenant. Pourtant, même aujourd'hui, ils existent. Mais aux États-Unis, des gens perdent leur emploi à cause d'une telle position. Je veux dire, ils sont censés être les gentils, et l'Iran est censé être le régime maléfique. Et maintenant, au Royaume-Uni, on voit des médecins arrêtés pour avoir publié des messages en soutien à la Palestine, pour avoir utilisé l'expression « suprématie juive », qui est la manière dont certaines personnes perçoivent le sionisme. Cela n'a rien à voir avec le judaïsme. Les juifs qui ne croient pas au sionisme ne sont pas considérés comme des suprémacistes, mais les sionistes le sont, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Mais le fait est que, pour lui, dire que l'Iran est ce genre de société, alors qu'il vient de bombarder l'Iran, alors qu'il vient d'aider le régime israélien à mener des frappes génocidaires contre des cibles civiles en Iran, c'est, disons, un peu exagéré. Larry, l'autre partie de cette interview, qui ne figurait pas dans cet extrait, il a dit que l'Iran est l'un des pays les plus sanctionnés au monde par les États-Unis. Tu sais, après plus de 40 ans de sanctions contre l'Iran, ils essaient encore de tout faire, attaquer l'Iran. Et en ce moment, Netanyahou parle du programme de missiles de l'Iran. Que se passe-t-il? Que fait l'administration Trump en matière de politique étrangère envers l'Iran? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi dire à quel point je suis ravi d'être ici avec 2 chers amis. L'une des beautés d'Internet, c'est que le professeur Marandi et moi ne nous connaissions pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous avons eu ce genre d'échange et j'ai aussi eu la chance de le rencontrer en personne et de constater à quel point c'est un être humain joyeux et bienveillant. Oui, eh bien, merci beaucoup. L'un des avantages d'Internet, c'est que nous pouvons réellement créer de nouvelles amitiés internationales d'une manière qui n'était pas possible il y a 25 ans. À l'époque, on aurait simplement envoyé une lettre ou quelque chose du genre. Alors, laissez-moi dire ceci. L'administration Trump est perdue. Elle essaye de trouver un thème,
Et vous savez, Trump veut dire « Je suis le président de la paix ». Trump wants, I'm the president of peace. Look at all the peace I'm bringing. Launch those bombers. Regardez toute la paix que j'apporte. Lancez ces frappes de bombardiers sur le Venezuela. Faisons exploser ces bateaux et tuons un tas de gens innocents. Cela semble un peu contradictoire, ce discours. Et en fait, vous savez, ils sont passés de l'accent mis sur l'arrêt du flux de drogue vers les États-Unis à maintenant. Oh non, nous allons nous attaquer à tout ce pétrole illicite que possède l'Iran. Et mon passage préféré, c'était ce que j'appelle un retour du passé. Oh mon Dieu, l'Iran a tous ses réseaux à travers l'Amérique centrale et du Sud. Donc, dans le cadre de mon travail avec Berg Associates, j'avais 2 autres partenaires. Nous avons mené de nombreuses enquêtes sous couverture, y compris des enquêtes sur la contrefaçon de produits. Et ce que nous avons découvert, ce sont ces réseaux familiaux musulmans libanais fortement concentrés dans la zone franche de Cologne. L'une des plus grandes familles, les Waked, Abdul Waked et son fils, Nadal. Nadal a même dirigé la zone franche de Cologne à un moment donné. Il possède d'immenses magasins hors taxes à travers l'Amérique centrale et du Sud, et ils ont été impliqués dans le blanchiment d'argent. Mais ce n'est pas tout. Il y a littéralement des dizaines de ces réseaux familiaux qu'on retrouve au Panama, à Isla Margarita, au large des côtes du Venezuela, à Maicao, en Colombie. Le nom semble venir de Chine, mais c'est en réalité une ville du Far West, dans le coin nord-est de la Colombie, qui sert de porte d'entrée de la contrebande vers, principalement, Bogota et Medellín. Primarily Bogota, Medellín, they have these incredible black markets. Ils ont là-bas des marchés noirs incroyables. Ensuite, cela descend jusqu'à Ciudad del Este, la zone des 3 frontières où le Paraguay, l'Argentine et le Brésil se rejoignent. Et puis de l'autre côté, au Chili, à Iquique. Les États-Unis ont toujours essayé de faire croire qu'il s'agissait d'un réseau terroriste. Ces gens-là sont de purs capitalistes. D'accord? Ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent. Et en réalité, ce ne sont pas une bande de fanatiques anti-juifs. Je me souviens d'une fois où un autre ancien membre de la DEA et moi faisions un audit d'une entreprise appartenant à un juif dans la zone franche de Cologne. Elle s'appelait El Triunfo. Le propriétaire, José Meneghet, je peux en parler maintenant car il est mort. Mais tu sais, il a eu des ennuis quand l'ambassade des États-Unis a voulu lui retirer son passeport parce qu'il pensait qu'il était impliqué dans le trafic de drogue. Et tu sais, c'était un petit homme rond, gros. Il ressemblait à une boule de bowling avec des pieds. Ou, comme on dit en espagnol, una sandía con pata, une pastèque avec des pieds. Son cardiologue était à New York, et bon sang, il devait se rendre aux États-Unis pour le voir. Alors, désespéré, il a ouvert ses livres et nous sommes allés les examiner. Un jour, j'entendais les avocats panaméens, des latinos, dire « Oh mec, ces musulmans-là, dans la zone franche de Cologne, ils sont fous. Mec, ils ont essayé d'installer des conteneurs de 12 mètres de haut. » Quand les États-Unis ont envahi, ils étaient prêts à attaquer et à détruire les Américains. Donc nous voilà dans la boutique de José Meneghet et il prépare des paniers cadeaux. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « Oh, c'est bientôt l'Aïd et je prépare des paniers cadeaux pour mes voisins. » Je dis « Ils sont musulmans ?»« Oui, oui, oui. » Et je demande « Pourquoi tu fais ça ?» Il dit « Oh, quand les Américains ont envahi le Panama, nous étions terrifiés à l'idée que tous les Panaméens du coin allaient nous piller et nous voler nos affaires. Mes voisins musulmans étaient les seuls à avoir des armes à feu, alors ils ont bouclé la ville et nous ont protégés. Alors je me dis oui, cette haine entre musulmans et juifs, eh bien, elle est omniprésente en Amérique centrale et du Sud. Non, elle ne l'est pas. Je raconte cette longue anecdote simplement pour illustrer le genre de bêtises
la propagande, diffusée par Washington, D.C., sans rien comprendre à la façon dont toute cette région fonctionne. Vous savez, ce qu'on trouve à travers l'Amérique centrale et du Sud, ce sont des réseaux familiaux. Ces gens peuvent être musulmans, certains pratiquants, d'autres non, mais avant tout, ce sont des familles, et ces réseaux familiaux se marient entre eux. Cela va de Colón, au nord, jusqu'à Iquique, au sud, et cela s'étend même de l'autre côté de l'océan en Afrique. C'est quelque chose que l'Occident ne comprend tout simplement pas. Ce que je vois, c'est que l'administration Trump essaye de jouer sur les peurs des gens pour attiser la haine et justifier des politiques très néfastes. Professeur Marandi, permettez-moi de vous faire intervenir. Nous savons que le guide suprême de l'Iran a récemment déclaré que si le pays faisait des compromis sur le programme nucléaire, alors les gens commenceraient à parler du programme de missiles, des droits humains, de la liberté d'expression, de tout cela. Peu à peu, cela se rapproche, vous savez, d'une pression en faveur d'un changement de régime en Iran, d'un soi-disant changement de régime. À votre avis, compte tenu de ce qui se passe, et nous avons appris que Netanyahou demande à Donald Trump de bombarder l'Iran, comment voyez-vous la situation? Pensez-vous qu'il s'agit d'une nouvelle forme de rhétorique? Car lorsqu'on regarde les médias influencés par le gouvernement israélien, ils répètent sans cesse qu'Israël va attaquer l'Iran d'un moment à l'autre. Quelle est votre analyse de ce qui se passe? Je ne pense pas que le régime israélien attaquerait l'Iran s'il raisonnait de manière sensée, car au final, l'Iran en sortirait vainqueur. Leur meilleure chance a réellement été pendant la guerre de 12 jours, lorsqu'ils ont mené cette attaque éclair. Aujourd'hui, l'Iran est bien mieux préparé. Il améliore ses capacités de renseignement et de sécurité intérieure, et ses moyens de lutte contre les drones ont énormément progressé. Les défenses antiaériennes, c'est-à-dire contre les avions, sont encore en développement. Bien sûr, il faut beaucoup plus de temps et d'efforts pour atteindre leurs objectifs. Mais en ce qui concerne les missiles, je pense que les Iraniens étendent leurs bases souterraines. Et aussi, je pense qu'ils sont en train de s'étendre, d'après ce que j'entends. Je ne tiens pas cela d'une source gouvernementale, mais d'après ce que je lis en ligne, ils auraient augmenté la portée de leurs missiles. Je pense que cela signifie qu'ils lanceront également des missiles depuis l'est de l'Iran, ce qui rendrait la tâche beaucoup plus difficile pour le régime israélien ou pour les Américains, car ils devraient voler beaucoup plus à l'ouest ou au nord pour atteindre ces sites. Donc, s'il y a une autre guerre, je pense qu'elle sera bien pire pour le régime israélien. Mais le problème avec Netanyahou et ses alliés fanatiques, c'est que leurs besoins ne sont pas nécessairement ceux du régime israélien. Personnellement, bien qu'en Occident, on dise souvent que les Israéliens ont remporté leur guerre, je pense qu'en réalité, ils ont été les plus grands perdants dans toute cette histoire. Le seul endroit où ils ont connu un véritable succès, c'est lorsque Netanyahou, Erdogan et Biden ont renversé ensemble le gouvernement syrien. Là, ce fut un succès majeur. Mais au Liban, je ne vois pas qu'ils aient obtenu la moindre victoire. Au Yémen, ils ont clairement été vaincus. En Irak, ils n'ont rien pu faire. Hier encore, je crois, un haut responsable ou une délégation du Hamas s'est rendu en Irak, a rencontré l'un des principaux commandants des forces de mobilisation populaire et les a remerciés pour leur soutien. L'Irak est aujourd'hui dans une position plus forte pour soutenir les Palestiniens qu'il ne l'était avant les élections, car les factions pro-résistance ont considérablement augmenté leur nombre de sièges. Elles auront probablement une voix décisive dans le choix du cabinet et du Premier ministre. Je ne vois donc pas, dans la guerre avec l'Iran, les Israéliens réussir. Il me semble évident qu'ils ont échoué.
Je ne vois pas une autre guerre comme quelque chose qui profiterait au régime. Je pense que ce serait pire. Mais je crois que les calculs de Netanyahou concernent surtout Netanyahou et que ceux de son épouse concernent avant tout ses propres besoins. Elle exerce, bien sûr, une grande influence sur lui. Il est donc possible qu'il décide d'attaquer, mais je pense que cela ne se passera pas bien. Si les Américains s'en mêlent, tu sais, les choses vont devenir incontrôlables. Nous avons vu que les Américains ont mené une frappe limitée contre l'Iran et les Iraniens ont riposté. Ils ont frappé leur base au Qatar, détruit leur système radar, causant probablement des milliards de dollars de dégâts. Mais si les Américains veulent s'impliquer sérieusement, alors je n'ai aucun doute, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que les Iraniens détruiront tout dans le Golfe Persique, car les bases américaines se trouvent dans tous ces pays. Cela ferait s'effondrer l'économie mondiale, et ce serait une catastrophe pour tout le monde. Mais ce serait la réponse de l'Iran à une guerre menée par les États-Unis. Quelle que soit la manière dont je vois les choses, il n'est pas logique que le régime attaque. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Yeah. Larry, qu'en penses-tu? Well, no, I agree with the professor. Eh bien non, je suis d'accord avec le professeur. Mais il y a un décalage entre la rhétorique et la véritable capacité militaire. Comme on l'a vu avec ce qui s'est passé en mer Rouge, avec les Houthis, la ligne de base de Trump était « Bon sang, cette administration Biden, c'était une bande de mauviettes. Maintenant, on va montrer à ces Houthis qui est le patron. » Qu'ont-ils découvert? Eh bien, ces Houthis sont de sacrés durs à cuire. Tout ce qu'on a essayé de faire pour les affaiblir et les détruire, y revenait sans cesse. C'était comme le lapin Energizer, et ils ont vraiment réussi à augmenter le rythme de destruction de ces drones Predator. Auparavant, ils en abattaient environ un par mois, et ils sont passés à environ un par semaine. Et vous savez, 35 millions de dollars chacun, c'est plutôt cher. Et puis, il y avait les menaces qui visaient les navires américains, donc les États-Unis ont dû se retirer. Ce qui me frappe, et j'aimerais savoir ce que le professeur en pense, c'est que le point culminant de la pression économique sur l'Iran a été atteint en 2015 avec la signature du JCPOA. Parce qu'à cette époque, la Chine et la Russie allaient dans le même sens que l'Occident. Oui, mettons la pression sur ces Iraniens. Et maintenant, où en est-on? Eh bien, avec les sanctions dites de snapback. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on les appelle ainsi, parce que d'après ce que je sais, elles n'ont jamais été levées. Comment peut-on rétablir quelque chose qui a toujours été en place? C'est là la première absurdité. Mais maintenant, tu sais, la Russie et la Chine en ont assez de toutes ces absurdités, de ces menaces et de cette intimidation venant de Washington et de l'Europe. Alors, tu vois, quand ce retour de sanctions a été annoncé, la Russie et la Chine ont toutes deux fait savoir « Non, nous ne faisons plus ça ». J'y vois une ouverture économique pour l'Iran qui n'existait pas il y a 2 ans. Désormais, ils collaborent avec les Russes et les Chinois, et je pense même avec l'Inde, non? Donc il y a en quelque sorte une lueur économique au bout du tunnel pour l'Iran qui n'existait pas il y a 2 ans. Et tous ces efforts de l'Occident pour utiliser sa puissance économique afin de faire pression sur l'Iran découvrent que ce pouvoir s'est érodé. Et je pense que si l'on pouvait prendre Xi Jinping et Vladimir Poutine à part pour une conversation privée, ils seraient probablement tous deux assez surpris que les choses aient tourné ainsi. Que leurs efforts pour se libérer de l'hégémonie occidentale, en particulier sur le plan économique, commencent réellement à porter leurs fruits. Et cela fonctionne d'une manière qui terrifie véritablement l'Occident. Je pense donc qu'il faut reconnaître le changement fondamental qui s'est produit en Iran après le 25 juin, à la suite de la guerre de 12 jours.
Les tentatives précédentes de la direction iranienne de garder les Russes et les Chinois à distance ont disparu. Plusieurs responsables iraniens, tant du ministère des Affaires étrangères que du ministère de la Défense, ont accumulé des kilomètres de vol en faisant des allers-retours entre Moscou et Pékin. J'aimerais donc savoir, professeur, quelles ont été vos observations à ce sujet? Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que la différence entre aujourd'hui et 2015 est énorme. À l'époque, la Russie et la Chine étaient des pays beaucoup plus faibles. La Russie était encore en phase de redressement, en plein milieu de sa croissance, mais elle n'avait pas encore atteint le niveau où elle se trouve aujourd'hui. Et les Russes, comme les Chinois, ne faisaient alors pas face à des sanctions, donc collaborer avec l'Iran aurait été coûteux, tout comme subir la pression des États-Unis. Ce que les Russes et les Chinois faisaient au Conseil de sécurité de l'ONU, c'était d'atténuer les sanctions ou les résolutions, mais ils ne s'opposaient pas aux États-Unis. Cela a commencé à changer progressivement. Mais je pense que le plus grand tournant est survenu après le début de la guerre en Ukraine, car le fossé entre la Russie et l'Occident est devenu immense. Ainsi, les Iraniens et les Russes se sont beaucoup rapprochés. Et bien sûr, nous savons, d'après les récits occidentaux du moins, que les drones iraniens ont joué un rôle très important dans la guerre entre la Russie, la guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. La relation a donc commencé à s'améliorer beaucoup plus rapidement. Il en va de même avec la Chine, surtout après l'arrivée au pouvoir du président Raïssi. Il s'est rendu à la fois à Moscou et à Pékin, et l'Iran a également rejoint les BRICS ainsi que l'Organisation de coopération de Shanghai. Sous sa présidence, l'Iran a commencé à détourner son attention de l'Occident pour se tourner vers le Sud global, la Russie, la Chine et d'autres grandes puissances de la majorité mondiale. Sur le plan militaire, c'est également vrai. Je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens et les Russes travaillent plus étroitement ensemble. Les Iraniens et les Chinois collaborent plus étroitement. Je pense que la guerre de 12 jours a également été une source d'inquiétude pour les Chinois. Après cette guerre, ils se sont davantage investis dans la volonté de contenir les États-Unis, comme en Ukraine. Les Chinois le savent, et les Iraniens aussi. Ils comprennent que si les Russes échouent en Ukraine, alors l'OTAN progressera. Dans le cas de l'Iran, cette progression se ferait littéralement à sa porte, car, en plus de l'Ukraine, on voulait aussi intégrer la Géorgie. Et après la Géorgie viendrait l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ainsi, un échec russe était inacceptable pour l'Iran. Pour les Chinois, c'était également inacceptable, car ils savaient qu'au bout du compte, la priorité absolue et l'ennemi numéro un pour les élites occidentales, c'est la Chine. Ainsi, la Chine a commencé à se rapprocher encore davantage de l'Iran après la guerre de 12 jours. En un sens, au cours des dernières années, les États-Unis et les Européens ont réussi à rapprocher différents pays. L'Iran, la Russie, la Chine et d'autres en font partie. Il en va de même pour l'Inde. Les États-Unis entretiennent leurs relations avec l'Inde depuis au moins 2 décennies. Et maintenant, tout à coup, leur comportement a poussé l'Inde vers la Russie et la Chine. De toute évidence, l'Iran en tire également profit. Nous avons vu les images du Premier ministre indien souriant aux côtés des présidents russes et chinois en Chine. Je pense donc qu'aujourd'hui, la situation est très différente. L'Iran vend son pétrole. Après l'arrivée au pouvoir du président Raïssi, l'Iran a recommencé à vendre son pétrole. Sous l'administration précédente de Rouhani, l'Iran en vendait très peu. L'Iran a donc commencé à proposer son pétrole à des prix réduits. Peu à peu, les exportations ont augmenté, les remises ont diminué, et au moment de sa mort dans l'accident d'hélicoptère, l'Iran vendait tout son pétrole à pleine capacité, sans accorder de réduction importante.
Aujourd'hui, sous l'administration Pezeshkian, cette tendance se poursuit. Under the Pezeshkian administration, this is continuing. In fact, Iran's oil production is growing. En réalité, la production pétrolière de l'Iran est en hausse et nous assistons au début de quelque chose de très important dans ce pays, quelque chose dont on ne parle pas, à savoir les réformes énergétiques. L'Iran accorde d'énormes subventions pour l'essence, l'électricité et le gaz naturel. Par exemple, en Iran, l'essence coûte environ 1 centime le litre, ce qui est incroyable. Mais bien sûr, cela entraîne une consommation excessive, décourage les économies d'énergie et crée une forte incitation à la contrebande. Le gouvernement commence maintenant à réformer ce système et à réduire les subventions. C'est encore extrêmement bon marché, mais c'est le début d'un processus. Et s'il continue sur cette voie, alors le gouvernement iranien pourra consacrer beaucoup plus d'argent au développement du pays plutôt qu'aux subventions. C'est donc une période difficile pour l'Iran, mais le monde est en transition. L'Iran vend son pétrole. L'Iran a des partenaires commerciaux. Il y a 10 ans, pendant le JCPOA, comme Larry le mentionnait, l'Iran était très isolé. Les Russes avaient peur d'avoir affaire à l'Iran. Les entreprises craignaient de travailler avec l'Iran. Il en allait de même pour la Chine. Mais aujourd'hui, après la guerre commerciale et après la guerre de 12 jours, les Chinois pensent très différemment. Les Russes, bien sûr, sont sanctionnés comme l'Iran. Donc aucun des deux camps ne se soucie vraiment de ce que pense l'Occident. Et les compagnies pétrolières russes, que les Américains chassent d'autres pays, investissent désormais en Iran. Ainsi, dans 2, 3 ou 4 ans, une fois le corridor de transport nord-sud achevé, on verra l'Iran devenir progressivement un centre pour le pétrole et le gaz russe. Les exportations et importations russes passeront par l'Iran, tout comme les investissements russes dans le pétrole et le gaz, et de plus en plus les investissements chinois. La situation en Iran ne changera pas demain, mais je pense que dans 2, 3 ou 4 ans, à mesure que les États-Unis continueront de décliner et que le Sud global s'affirmera davantage, l'effet des sanctions américaines, comme Larry l'a déjà mentionné, en train de s'atténuer, s'affaiblira encore plus. Larry, je pense que ce qui se passe, ce que vous avez mentionné et ce que le professeur Marandi a mentionné, c'est que la guerre en Ukraine a vraiment changé les choses. Vous vous souvenez que lorsque la guerre en Ukraine a commencé, la Chine était très prudente quant à son soutien à la Russie. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle affiche ouvertement sa politique et soutient la Russie. Et dans le cas de l'Iran, ils étaient également plus prudents avant la guerre entre l'Iran et Israël, la guerre de 12 jours. Ils ne voulaient pas aller aussi loin contre Israël. Mais maintenant, vous voyez le ministre des Affaires étrangères iranien dire qu'ils sont prêts. Si Israël attaque, ils sont prêts à répondre. Ces pays étaient autrefois très prudents dans leur attitude envers les États-Unis et Israël. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, que ce soit la Russie et la Chine après la guerre commerciale, ou l'Iran après la guerre avec Israël. Je ne sais pas si cela est vraiment compris dans le cadre de la politique étrangère américaine et des politiques de Trump. Eh bien, je pense qu'il y a eu une tendance de la part des dirigeants en Chine, en Russie et en Iran, et ce ne sont pas les seuls. Je l'ai aussi observé dans d'autres pays. Laissez-moi vous ramener à plus de 20 ans en arrière. J'étais alors instructeur dans un programme géré par le programme d'assistance antiterroriste du département d'État américain. J'avais été directeur adjoint de ce programme. Mais après avoir quitté le département d'État, j'y suis revenu pour y enseigner. J'enseignais la partie sur les tendances terroristes et les questions de droits de l'homme. En gros, j'encourageais les pays à ne pas torturer. Ignorez ce que nous faisons, mais ne torturez pas, ce genre de message. C'était vers 2003 ou 2004. Et je peux vous montrer, tenez, laissez-moi vous montrer, attendez juste un instant.
Here, let me show you. Just stand by for a second. Okay. As you can see the flags of all these different countries. Comme vous pouvez le voir, il y avait des drapeaux de tous ces différents pays. Ce n'était donc pas un seul pays isolé. Ils n'arrêtaient pas de venir me voir en disant « Bon, dites-nous, quelle est la vraie histoire de la guerre en Irak ?» Ils partaient du principe que les États-Unis leur mentaient, que nous suivions un plan secret bien défini. C'est simplement ainsi qu'ils pensaient. Et j'ai répondu « Non, 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 faites-moi confiance, il n'y a pas de plan. Ou s'il y en a un, il a été très très mal exécuté. » Je pense qu'il y a toujours eu cette tendance, en particulier en Russie, en Chine et en Iran, à surestimer les capacités des États-Unis et à croire que nous travaillons méthodiquement à un plan secret, alors qu'en réalité nous sommes simplement malveillants, hostiles, et que nous n'avons pas les intérêts de la Russie, de la Chine ou de l'Iran à cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils réagissent d'un moment à l'autre. Ce qui s'est passé au cours des 44 derniers mois, depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est une prise de conscience croissante, en particulier en Russie et en Chine, que les États-Unis ne sont pas aussi redoutables qu'ils le pensaient. C'est comme cette scène du vieux film Le Magicien d'Oz avec Judy Garland. À la fin, quand le chien Toto court jusqu'à la cabine et tire le rideau, ne faites pas attention à cet homme derrière l'écran. Il projetait cette image d'un grand et puissant Oz. Mais il s'est avéré que c'était juste, tu sais, un ancien pasteur évangélique, ivre, qui tirait toutes les ficelles derrière le rideau. Et c'est un peu ce que nous avons maintenant. Alors, avec la Russie et la Chine qui découvrent « Eh, nous pouvons tenir tête aux États-Unis », et surtout, si nous coopérons, nous sommes mieux lotis qu'avant. Tu vois, avant, ils nous tenaient en otage, ils nous menaçaient, ils nous intimidaient, et c'est la même chose avec l'Iran. Tu sais, les États-Unis ont déclaré que l'Iran était le premier État terroriste du monde. Pourtant, quel pays était derrière le plus grand nombre d'assassinats dans d'autres pays? Eh bien, ce seraient les États-Unis, de loin. En réalité, à ma connaissance, l'Iran n'a assassiné personne aux États-Unis, ni ailleurs. C'est une méthode propre à l'Occident. Nous projetons donc sur l'Iran, la Chine et la Russie les mêmes pratiques que nous employons nous-mêmes. Et maintenant, cela se voit au grand jour. Il y a aujourd'hui une certaine confusion inhérente à la politique étrangère américaine. On entend Rubio tenir certains propos, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, il se heurte à ce que j'appelle les limites du pouvoir. Nous avons observé, surtout au cours des 18 derniers mois, une accélération du développement de l'infrastructure des BRICS, qui crée non seulement un nouveau modèle économique mondial, mais aussi un nouveau modèle politique. Professeur Marandi, je pense que ce que nous pouvons dire de la situation entre l'Iran et Israël au Moyen-Orient, c'est quel est le bilan. Regardez les 2 dernières années à Gaza. Regardez ce qui se passe entre Israël et le Liban. Voire la guerre entre l'Iran et Israël. On voit les Israéliens tuer principalement des civils en Iran par des attentats terroristes, tandis que l'Iran frappe des cibles stratégiques en Israël. Pourtant, quand on observe les médias dominants, ils sont si puissants dans leur manière d'essayer de convaincre l'opinion publique mondiale que ces acteurs, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, sont les terroristes, et qu'Israël est le gentil dans cette histoire. Oui, je suis d'accord. Mais je ne pense pas qu'ils aient le même niveau de succès qu'avant. Je me souviens que pendant la guerre de 12 jours, quelqu'un m'avait envoyé un lien vers une chanson
et le nombre de personnes qui l'avaient regardé et aimé, elle parlait des frappes de l'Iran sur Tel Aviv et Israël, était énorme. Le soutien populaire à l'Iran dans le Sud global était immense, alors qu'autrefois, l'Iran était toujours diabolisé. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau, car j'avais toujours défendu l'Iran au fil des années, en disant « Regardez, l'Iran n'est pas la société maléfique et anormale qu'on vous décrit. » Mais ces dernières années, surtout après la guerre, c'est exactement l'inverse. En fait, on voit des gens en ligne, des jeunes sur Twitter et ailleurs, qui s'opposent aux médias traditionnels, que ce soit à propos de Gaza, du Liban, de l'Iran ou du Venezuela. Je veux dire, en ce moment, dans le monde entier, les sympathies vont aux Vénézuéliens. Les gens ne croient pas à l'histoire qu'on leur raconte. Et comme Larry l'a dit, cette histoire change sans cesse. D'abord, c'était la drogue, puis le pétrole. Maintenant, c'est, tu sais, le pétrole américain, les terres américaines et les actifs américains qu'ils seraient censés rendre. Cela a évolué et les gens le voient. Même si ces entreprises de réseaux sociaux pratiquent le shadow banning, comme elles le font avec mon compte, elles ont fermé mon Facebook et mon Instagram il y a des années. Mais ils pratiquent le shadow banning, ils ferment des comptes, ils mettent en avant des comptes pro-israéliens ou pro-guerre quand il s'agit du Venezuela, de l'Iran ou du Liban. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Et en fait, je pense qu'à long terme, Larry pourrait sans doute, certainement donner une meilleure réponse que moi. Mais à mon avis, cela ne fait qu'empirer les choses, car les gens aux États-Unis en viennent maintenant à blâmer les Israéliens pour le manque de liberté chez eux. En d'autres termes, la censure a un effet. Mais cet effet n'est pas exactement celui qu'ils recherchent. Autrefois, ils protestaient contre le génocide et contre l'utilisation de leurs impôts pour le financer. Maintenant, ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent plus manifester. Et ce n'est pas à cause de quelque chose qui se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou en France, mais à cause de quelque chose qui se passe dans une autre partie du monde. Je pense donc que leur capacité à mobiliser l'opinion publique contre l'Iran est très limitée. Dans le Sud global, ou la majorité mondiale, cela ne fonctionne pas. En Occident, je pense que c'est plus compliqué qu'avant. Mais je crois que les gens commencent à reconnaître que les États-Unis ne sanctionnent que les pays indépendants. Ils ne sanctionnent pas la Turquie. Ils ne sanctionnent pas l'Arabie saoudite. Ils ne sanctionnent pas le Mexique. Ils ne sanctionnent pas, ils ne sanctionnent que le Venezuela, Cuba, le Nicaragua. Ils ne sanctionnent que l'Iran, et par le passé, la Syrie, le Liban, le Yémen. Pourquoi? Parce que ces pays s'opposent à leur politique, parce qu'ils s'opposent au génocide. D'autres pays vivent sans sanctions, même si beaucoup d'entre eux ne se portent pas très bien économiquement pour de nombreuses raisons. Mais ils n'ont pas de sanctions, parce qu'ils se conforment à la politique des États-Unis. L'Arabie saoudite et le Qatar n'ont pas d'élection. Ce sont tous deux des États wahhabites. Mohammed Ben Salman a pris ses distances avec le wahhabisme, ce qui est une bonne chose. Mais traditionnellement, le wahhabisme vient d'Arabie saoudite. Aujourd'hui, le Qatar a pris la tête. C'est le pays le plus important dans le soutien à ces groupes extrémistes. La principale mosquée du Qatar, à Doha, est la mosquée Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est donc un pays wahhabite. L'idéologie de l'État islamique, d'Al-Qaïda et de Boko Haram, ainsi que la misère que l'on voit en Somalie, viennent toutes de là. Et puis, les Émirats font leur propre jeu, en soutenant des groupes génocidaires au Soudan. Une grande partie de l'argent sale blanchi dans la région, l'argent de la drogue afghane, passe par les Émirats.
Ainsi, les alliés des États-Unis. Il n'y a pas d'élection aux Émirats, pas d'élection au Qatar, pas d'élection en Arabie Saoudite. Il n'y a d'élection nulle part. Dans d'autres pays alliés des États-Unis, dans notre région, où il existe des élections de façade, ce ne sont pas de vraies élections. Ce sont des pays où le peuple soutient les Palestiniens, mais où les gouvernements coopèrent avec le régime israélien. Alors, vous savez, quand le gouvernement américain attaque l'Iran de nos jours, les gens voient clair dans son jeu. Encore une fois, il y a une partie de la société américaine, les Américains plus âgés, qui ont vécu des décennies de propagande. Mais les jeunes Américains pensent différemment. Je ne dis pas que l'Iran est populaire aux États-Unis, mais leur point de vue sur le monde évolue. Et je ne pense pas que les médias traditionnels aient encore l'influence qu'ils avaient autrefois. Cela dit, il faut souligner que les médias alternatifs ne sont pas forcément une bonne chose non plus. Les puissants, les milliardaires, sont en train de s'emparer des médias alternatifs eux aussi. Ils ferment ou interdisent des comptes, limitent la visibilité des autres et financent leurs propres comptes. Mais malgré tout, nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui d'il y a 3 ans. Larry, voici ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris des médias israéliens. Yediot Aharonoth, l'un des plus grands médias d'Israël, rapporte que la capacité de production de missiles balistiques de l'Iran pourrait atteindre jusqu'à 3000 par mois si Israël n'intervient pas. Qu'est-ce que cela signifie, Larry? Quel type d'action veulent-ils entreprendre? Eh bien, attends, je croyais que Trump avait anéanti l'Iran. Je veux dire, tu sais, bon sang, on avait tellement écrasé l'Iran qu'il n'allait pas se relever avant des années. Donc tu vois, regarde, les récits qui changent. Ils essayent maintenant. C'est un effort de propagande pour créer une base afin de justifier une nouvelle attaque. Mais ils n'en sont pas encore là. En réalité, on voit cette hypocrisie s'afficher au grand jour. Je ne sais pas si tu connais Dave Chappelle, l'humoriste. Il vient de faire un spectacle samedi soir et il commentait le fait que les sionistes l'avaient attaqué parce qu'il était allé en Arabie Saoudite, avait pris cet argent musulman et donné un spectacle. Comment ose-t-il? Parce que les Saoudiens ont assassiné Jamal Khashoggi. Et puis Chappelle, il a vraiment un don pour ça. Dit, vous savez, je n'ai pas entendu les mêmes plaintes quand Israël a tué 240 journalistes. Il ajoute, j'imagine que celui-ci était d'une certaine manière plus important. Il soulignait immédiatement l'hypocrisie de l'Occident. Et il y a une véritable fracture qui s'est développée dans les cercles conservateurs ici, aux États-Unis. Si vous avez vu, l'organisation de Charlie Kirk a organisé ce festival américain appelé Amfest, et à un moment, Ben Shapiro, ce type, un crétin sioniste, est là en train de s'en prendre violemment à Candace Owens, puis à Tucker Carlson. Félicitations à Tucker Carlson. Il a été nommé antisémite de l'année. Vous savez, le fait que ces sionistes enragés pensent qu'en attaquant Tucker Carlson de cette manière, ils vont réussir à le détruire, cela produit l'effet inverse. En réalité, cela renforce le pouvoir de Tucker et le rend plus influent, pas moins. Mais Shapiro intervient et attaque Tucker, Candace et Megyn Kelly. Et Megyn est en quelque sorte, eh bien je dirais une sioniste à la limite. Vous savez, j'aime Israël, mais bon, elle a été offensée. Elle a dit, je pensais que nous étions amis, ce n'est plus le cas. Terminé. C'est donc une véritable fracture, et elle ne disparaîtra pas. Et le fait est que le groupe sioniste de Tel Aviv, à la fois l'élément juif et l'élément chrétien, est alarmé, car il reconnaît que tout le récit de David contre Goliath est en train de s'effriter. Et remarquez qu'Hollywood vient de sortir un nouveau film d'animation sur David.
Vous savez, David est ce garçon blond aux yeux bleus, si doux, qui tue ce méchant géant arabe. C'est juste encore de la propagande, et un nombre croissant d'Américains n'y croient plus. Cela a créé un vrai problème pour l'administration Trump et plus important encore pour l'administration Netanyahou, car elles essayent désespérément d'acheter de l'influence en envoyant des influenceurs à $7,000 chacun. Put influencers out there at $7,000 a pop. And we've learned now. Et nous avons maintenant compris à quel point le gouvernement américain est profondément infiltré, en particulier le FBI. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui circulait avec Dan Bongino et le directeur adjoint, tu sais, le numéro 2 du FBI. Et puis cette podcasteuse, je ne sais pas qui c'était, lui a demandé « Quelle cause vous tient le plus à cœur ?» Israël. Et là, c'était comme « Oh mon Dieu, ça suffit ». Entre Kash Patel et Dan Bongino, toute cette mentalité du Israël d'abord, qui a été imprimée sur l'administration Trump, rencontre des difficultés, car une majorité croissante d'Américains, surtout ceux de moins de 35 ans, n'y adhèrent pas. Larry, je pense que l'affaire de Charlie Kirk attire énormément d'attention. Tu sais, même avec les nouvelles informations qui sortent. Ils disent que, d'une manière ou d'une autre, le FBI essayait de dissimuler quelque chose qu'il tentait de faire. Je vais te dire exactement ce que je pense qu'ils essayent de dissimuler. Je pense que le FBI avait des informations selon lesquelles Israël avait prévu un attentat contre Charlie Kirk et qu'ils ont échoué à l'empêcher. Ensuite, leur objectif a été de le dissimuler, tout comme le gouvernement américain a dissimulé l'attaque d'Israël contre l'USS Liberty. Je pense que les preuves circonstancielles qui vont dans ce sens sont énormes. Et l'histoire de ce jeune, Tyler Robinson, tu sais, celui qui n'était jamais allé dans cette université auparavant, qui ne l'avait pas repéré à l'avance, ne tient tout simplement pas debout. Et je ne saurais trop insister sur le fait que si l'on envisage de commettre, disons, une tentative d'assassinat contre quelqu'un à l'aide d'un fusil à longue portée, il faut savoir où cette personne sera assise. Et il faut connaître la distance entre l'endroit d'où l'on tire et la cible, car le point de visée du fusil détermine l'endroit où la balle frappera selon la distance. Les balles suivent une trajectoire en arc, elles ne vont pas en ligne droite. Elles suivent la courbe de Earth. Surtout situé à une hauteur différente. Oui, en haut d'un bâtiment. Donc, l'histoire qu'on nous raconte, c'est que ce gamin était contrarié par les commentaires de Charlie sur les personnes transgenres, et que, bon sang, il allait obtenir justice pour son ou sa partenaire, quel qu'il, elle ou elle soit. Apparemment, il aurait pris le fusil de son grand-père, emporté quelques munitions de rechange et se serait rendu sur le campus pour trouver un endroit d'où tirer. Cette histoire est truffée de foutus trous. Un tir qui aurait dû lui faire sauter la tête. Oui. Je veux dire, si c'était la balle de calibre .30-06 dont il parlait, c'est un projectile dévastateur. Elle aurait traversé complètement le cou, sectionnant, tu vois, au moins la moitié de la tête, sinon la tête entière. Ça ne s'est pas produit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme effort, une pression, pour essayer de faire taire Candace Owens. Elle commet quelques erreurs dans ce qu'elle dit, mais son instinct général est tout à fait juste. Le rideau a été levé sur les sionistes qui faisaient fonctionner la machine en coulisses, et ils sont en train d'être exposés. Cela a créé un problème pour Netanyahou, cela crée un problème pour l'avenir d'Israël, et cela crée un problème pour Trump. Et en même temps, il y a l'affaire Epstein. Oh, who? Oh, qui ça? Ouais, rien à voir ici.
Laisse-moi te montrer. J'ai un des documents qui ont été publiés. Il a l'air authentique. Ouais, mon Dieu. Tu sais, il n'y a rien à voir ici. Eh bien, s'il n'y a rien à voir, pourquoi tout ce texte est-il caviardé? Je veux dire, s'il n'y a rien, pourquoi le cacher? Montre-le, rends-le public. Ça prouvera que Trump est innocent de tout ça, que Trump n'a rien à voir avec cette affaire, et qu'Epstein n'était pas un agent du Mossad travaillant avec la CIA. Parce que le fait qu'Epstein ait été impliqué dans les achats d'armes via Maxwell dans les années 1980 pour les contrats, ça montre tout de suite qu'il y avait un lien avec la CIA. Right away, that tells you there was a tie with the CIA. Professor Marandi, on Larry, you... Professeur Marandi, Larry, vous aussi. Samedi, j'ai parlé avec le docteur Michael Rectenwald. Il a lancé en août 2025 un mouvement appelé ASAPAC, Anti-Israël America PAC. Et il estime, vous savez, professeur, que ce n'est pas quelque chose créé de l'extérieur des États-Unis. Aux États-Unis, on voit des gens qui ont voté pour les démocrates se diviser à cause de ce qui se passe à Gaza, en gros. Et dans le cas d'Israël, comme Larry vient de le mentionner, on voit à Tepusa qu'il parle d'une faction importante, du Parti républicain, qui réfléchit différemment à propos d'Israël et du soutien américain à Israël. Pensez-vous que, eh bien, vous avez dit comment l'Iran a changé, la Russie a changé, la Chine a changé. Comment voyez-vous les États-Unis et les changements qui s'y produisent? Je n'aurais jamais cru voir un tel changement de mon vivant. Je veux dire, je n'ai pas d'opinion particulière sur Mamdani lui-même. Peut-être qu'il sera un autre Obama, peut-être qu'il sera à moitié convenable, peut-être qu'il sera bien, je n'en sais rien. Mais le fait que tant de jeunes juifs aient voté pour lui est à mon avis un signe majeur et significatif en soi. Cela montre que ce ne sont pas seulement les Américains chrétiens, les Américains laïcs ou les musulmans. Ce sont des Américains issus de différentes origines religieuses, raciales et ethniques qui se détournent du régime israélien. Et Larry le saurait bien mieux que moi, car je vis en Iran. Mais j'ai toujours vu Israël comme ayant une emprise très claire sur l'opinion publique américaine. Toujours. Et je n'aurais jamais pensé que cela changerait. Mais les changements que nous observons actuellement aux États-Unis et en Europe, dans toute l'Europe, mais surtout aux États-Unis, sont particulièrement importants, car c'est de loin le pays le plus puissant de l'Occident. On assiste à un immense éveil parmi les jeunes, et beaucoup des principaux militants sont juifs. De nombreuses émissions comme la vôtre, très critiques envers le régime israélien, sont soit dirigées par de jeunes juifs, soit impliquent des juifs. Par exemple, Electronic Intifada emploie des juifs. Il y a The Grey Zone, Max Blumenthal et Aaron Maté, Katie Halper, et tout un ensemble d'Américains juifs qui s'expriment contre ce régime. Leurs voix ont aujourd'hui beaucoup plus de poids, bien plus qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc je pense que cela montre avant tout à quel point les jeunes Américains sont moralement décents lorsqu'ils reçoivent de vraies informations. Leurs opinions évoluent. Et c'est pourquoi je pense que les 2 dernières années et quelques ont été catastrophiques pour le régime israélien. Je crois qu'ils sont les grands perdants dans toute cette affaire. Je veux dire, tous ces pays qui ont été complices, ceux qui ont vendu du pétrole, transporté du pétrole, fait des affaires comme d'habitude, ou continué à acheter du gaz, ils ont tous échoué moralement dans notre région. Ou ceux qui ont des ambassades et font du commerce, ou ceux qui sont allés en Égypte et à Sharm el-Sheikh. Je pense qu'ils sont tous complices. Mais je pense toujours que le régime israélien est le grand perdant dans tout cela, et que ses partisans le sont aussi. Les gens sont maintenant gênés. Beaucoup de gens hésitent même à donner je veux dire, en Iran, comme je l'ai dit, il y a 3 ans. Je ne peux pas donner de chiffres, je sais, car c'est anecdotique. Mais il y avait des étudiants qui attaquaient les Palestiniens. Ils n'avaient aucune connaissance historique, mais beaucoup le faisaient simplement par opposition au gouvernement.
but a lot of it was just in opposition to the government. If the Iranian government was supporting the Palestinians, Si le gouvernement iranien soutenait les Palestiniens, ils pensaient le contraire. Mais après ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années, leurs effectifs ont considérablement diminué. C'est donc une énorme perte pour Netanyahou. C'est une énorme perte pour le sionisme. C'est une énorme perte pour l'AIPAC et tous ces groupes. Et le simple fait que l'on voit Tucker Carlson, comme le disait Larry, devenir la personne la plus influente des médias américains. Et maintenant, Candace Owens, qui a une audience encore plus large que la sienne, bien qu'elle dise parfois des choses qui ne semblent pas très crédibles, montre qu'en somme, son argumentation est assez claire. Elle met en évidence les incohérences dans le récit du FBI, et ce récit n'est tout simplement pas vrai. Il ne peut pas l'être. Leurs affirmations n'ont aucun sens. Donc, elle devient plus importante. Et ensuite, on voit cela, tu sais, du côté des démocrates, parmi les indépendants, les jeunes. Ils se sont tous retournés, ou en grande partie retournés, contre le régime. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Cela ne changera peut-être pas fondamentalement les choses dans un avenir proche, mais à long terme, c'est très mauvais pour le sionisme. Oui. Larry, avant de conclure, quelle est ta compréhension? Le professeur Marandi vient d'expliquer ce qu'il ressent, comment il perçoit la situation aux États-Unis. Mais toi, tu vis là-bas, tu vois tout de près. Quelle est ton opinion à ce sujet? Eh bien, en fait, vous savez, en y repensant, surtout au cours des 60 dernières années, ou disons 65 ans, je situe cela à la sortie du film Exodus avec Paul Newman. C'était vraiment la première grande mythologisation d'Israël, comme ce petit David affrontant le Goliath des Arabes et des musulmans maléfiques. Ce qui est fascinant, c'est qu'il reconnaissait en fait certaines des racines terroristes d'Israël dans ce film. Il y avait des personnages issus de l'Irgun. Je pense qu'il y a eu une campagne de propagande active de la part d'Israël depuis longtemps, présentant les musulmans comme des méchants et les juifs, enfin plutôt les sionistes. Car, comme l'a justement noté le professeur Marandi, il y a beaucoup de personnes qui se réclament du judaïsme ou reconnaissent leurs origines juives et qui s'expriment contre Israël. Et il a mentionné Max Blumenthal, Aaron Maté et Jeffrey Sachs. Mais quand on regarde ce que dit la religion islamique, qu'il s'agisse du sunnisme ou du chiisme, que dit-elle à propos de Jésus? Que dit-elle à propos de sa mère, Marie? C'est respectueux. Elle reconnaît Jésus comme un prophète et exalte sa mère, Marie. Je pense qu'elle est en réalité mentionnée d'une manière dont aucune autre femme de l'histoire islamique n'est mentionnée. Et tandis que l'on en vient à The Sword, Le chapitre du Coran Pano. oui, donc vous savez, cela est caché aux chrétiens. Et nous l'avons vu maintenant à la suite de l'attaque de Bondi Beach en Australie, dans laquelle je commence de plus en plus à croire que le Mossad joue un rôle direct en aidant à mener de telles attaques afin d'empoisonner davantage le climat et de rendre l'Occident anti-musulman. Même si quand je reviens à la Russie, nous avons vu que la Russie est une nation chrétienne dominante. Ses fondations sont chrétiennes, son histoire, il y a 1000 ans, était chrétienne. Mais elle n'est pas obsédée par cette théologie anti-musulmane. En fait, les musulmans qui vivent en Russie sont des patriotes, comme Abdi Aludinov en particulier, mais pas seulement lui, Kadyrov aussi. Même avec le lourd passé de la guerre civile intense qui a eu lieu en Tchétchénie il y a plus de 16 ans, la Russie ne tombe pas dans ce piège. Alors qu'en Occident, on assiste à un flot d'informations expliquant pourquoi nous devons détester ces musulmans et aimer les sionistes. Franchement, c'est vraiment méprisable. Le succès de ce récit s'est désormais effondré, et c'est ce qui terrifie Netanyahou et son entourage.
Parce que, quoi qu'il en soit, ils viennent d'amener 1 millier de pasteurs évangéliques en Israël, un voyage tout frais payé. Et vous savez, je vous garantis que plusieurs de ces pasteurs se sont vus offrir des occasions sexuelles dans le cadre du forfait touristique dont ils ont librement profité. Mais afin de tenter de façonner les congrégations chrétiennes pour qu'elles détestent l'Iran, qu'elles détestent les musulmans en général et qu'elles aiment Israël. Pourtant, lorsqu'on se penche sur le Talmud, et vous savez, plusieurs sionistes fervents en sont conscients, ils essayent de le dissimuler. Les références à la mère de Jésus, Marie, comme une prostituée, et à Jésus brûlant dans un pot d'excréments, ils essayent de suggérer « Oh, ce n'était pas vraiment à propos de Jésus, c'était à propos d'un autre homme qui portait simplement le même nom. » D'accord. Mais comme je l'ai dit, tout ce récit de propagande est en train de s'effondrer, et cela déclenche ce que j'appellerais un séisme politique aux États-Unis. Merci beaucoup, professeur Marandi et Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Je tiens à remercier le professeur pour son choix de style réfléchi. Oui, comme Larry l'a dit au début de l'émission, c'était le cadeau personnel de Larry pour moi à Moscou, et j'attendais une occasion de le porter. Alors, grâce à Nima, nous portons tous les trois des chemises similaires aujourd'hui. J'aimerais aussi féliciter tout le monde pour Noël. Bien sûr, en Iran, Noël est célébré le 6 janvier, car la plupart des chrétiens iraniens sont arméniens, et les orthodoxes, si je ne me trompe pas, le célèbrent le 7 janvier. Mais dans tous les cas, les 2 prochaines semaines sont une période de fête. Je félicite Larry, toi et moi-même. Jésus, comme Larry l'a souligné, est pour nous, musulmans, et musulmans chiites en particulier, un prophète infaillible. Et nous croyons qu'à la fin des temps, il reviendra. Donc vous savez, quand on parle de valeurs judéo-chrétiennes, c'est très bien. Ou l'on peut aussi parler de valeurs judéo-musulmanes, c'est très bien aussi. Mais nier la manière dont les valeurs musulmanes et chrétiennes se rejoignent et à quel point elles sont similaires, c'est là le problème. L'exemple le plus frappant, bien sûr, est celui de Sainte Marie et de nombreux Iraniens et membres des forces de mobilisation populaire irakiennes, des personnes du Hezbollah, sont morts en combattant pour des quartiers chrétiens en Irak, des zones chrétiennes en Syrie et des régions chrétiennes au Liban. Et bien sûr, les Yazidis également, qui suivent une autre religion. En tout cas, toutes mes félicitations à chacun, et j'espère que tout le monde passera d'excellentes fêtes. Regarde-le, en train de répandre de la propagande selon laquelle l'Iran autorise les chrétiens et les juifs. Je veux dire, nous savons tous, d'après la communauté du renseignement américaine, qu'ils ont tous été éliminés. Eh bien, Larry, tu sais, c'est de l'impérialisme culturel. J'ai reçu cela de vous. Le professeur Marandi est une voix importante de la raison, et je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de succès pour la nouvelle année dans la poursuite de vos activités. Vous jouez un rôle essentiel en contribuant à l'éducation du monde. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci. Très bien, les gars.